Salam alaikum à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que j'accueille à cette 34e rencontre annuelle des musulmans de France, M. Omero Maranjo Peria, docteur en sociologie, spécialiste de l'islam de France, qui aujourd'hui a écrit aussi deux livres. Le premier, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, et le deuxième, Rouvrir les portes de l'islam. Salam alaikum M. Omero. Alaikum salam. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes, comme j'ai dit, docteur en sociologie, vous avez écrit pas mal de livres, vous avez fait beaucoup de recherches, en particulier sur l'islam, sur les musulmans, sur les discriminations. Vous êtes également directeur pédagogique d'une société. Parlez-nous plus justement des problématiques actuelles donc, de l'islam et des musulmans de France. C'est très large comme question, mais pour lancer le débat globalement. Il y a beaucoup de problématiques. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que la majeure partie des musulmans de France, dont on ne connaît pas exactement le nombre, on parle de 5 à 6 millions de personnes au plan sociologique, vivent leur islam, leur religiosité d'une façon symbiotique, si je puis dire, avec la société française. Il existe derrière cela un certain nombre de questions relatives à la structuration du culte musulman. Ça fait quelques dizaines d'années que cette question revient sur le devant de la scène médiatique. Elle touche à la fois à une infrastructure qui puisse représenter les musulmans au plan culturel, mais également aux lieux de culte, à la structuration des lieux de culte sur le terrain. Il y a également des questions relatives à la façon dont la société perçoit les musulmans. C'est pour cela que certains acteurs musulmans parlent d'islamophobie, par exemple, pour évoquer un phénomène que moi je qualifie de discrimination, c'est-à-dire de différence de traitement vis-à-vis des personnes en fonction de leur appartenance à l'islam. Il y a également la question de la participation citoyenne des musulmans, de l'investissement par exemple dans le champ politique, économique, social. Donc ce sont de très vastes questions. Et il y a mille et un positionnements. D'ailleurs, vous êtes un acteur militant même depuis aujourd'hui, je sais pas, 20-30 ans. Ça fait très longtemps que vous êtes sur le terrain en tant qu'acteur associatif dans des associations musulmanes, dans la recherche, dans d'autres types d'organisations, associations de dialogue interreligieux également. On vous a beaucoup vu. Vous avez accompagné ces transitions. Vous-même avez beaucoup évolué d'ailleurs toutes ces années-là. Qu'est-ce qui a changé justement par rapport à il y a 20 ans ou il y a 25 ans et aujourd'hui? Quels sont les principaux changements? Eh bien, l'un des changements que l'on peut évoquer et qui est généralement laissé de côté, c'est la transition générationnelle. Moi, par exemple, je fais partie d'une génération de personnes qui se sont converties à l'islam ou de jeunes qui ont développé une pratique religieuse à la fin des années 80. Très rapidement, j'ai eu un parcours militant au sein de l'UEIF d'ailleurs, en lien avec la doctrine que l'on qualifie de frères musulmans. J'ai démissionné de l'UEIF en 2004. Je me suis détaché des éléments d'une pensée que je considérais moi comme étant trop militante. Je me suis restructuré sous un autre prisme, avec un cheminement spirituel, un cheminement que je qualifie d'humaniste spirituel, c'est-à-dire une réflexion qui place l'homme au centre, l'homme au cœur de la réflexion sur comment faire société. Et à partir de là, j'ai essayé de m'attarder sur un certain nombre de lignes de force, c'est-à-dire quelle vision en tant que musulmans nous pouvons avoir sur comment faire société aujourd'hui dans la pluralité. Et ça m'amène à avoir des prises de position et d'ailleurs borderline parfois, c'est-à-dire qui sont considérées comme étant à la limite de ce qui est acceptable religieusement parlant. Et je dois saluer quand même le fait que même si je suis, comme on dit, un ancien de l'UEIF, ancien frériste, etc., depuis que j'interviens depuis donc 2013 à ce salon, à la rencontre annuelle des musulmans de France, je prône clairement une distinction entre le politique, le religieux, un islam qui est sécularisé, en plein débat sur le mariage pour tous. J'avais une approche inclusive j'ai toujours une approche inclusive de l'homosexualité dans le champ islamique. Je n'ai jamais été censuré et je tiens quand même à le signaler parce qu'il y a cette idée selon laquelle, au sein de cette rencontre, il n'y aurait que des intervenants, hommes et femmes, qui prônent un islam totalisant et en dehors
des règles de la République. Et il faut quand même signaler qu'il y a une pluralité de points de vue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous. Oui, bien sûr, vous il faudra m'invitez vu. Après, je ne ici. pense pas qu'il y ait des imams totalisants qui prennent une approche en dehors de la République. Je pense que malgré cette malgré cette pluralité, on n'arrive points de pas à vue. ces extrêmes non plus. On n'a pas beaucoup d'extrêmes ici. Pour revenir à votre livre sur en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, là, on se rend compte, je parlais sur la couverture déjà, on voit des thèmes bien flashy, laïcité, djihad, voile, halal. En fait, sans avoir lu le livre malheureusement, pas encore, j'espère que le lire bientôt. Ça viendra. Je me dis, à ce moment-là, ça veut dire que là, il y a des idées que les musulmans ou les autres non-musulmans peuvent avoir sur certaines thématiques musulmanes. Et au final, en fait, on est totalement à la ramasse, quoi, totalement à côté de la plaque. Moi, j'ai un objectif. Et je le dis clairement à chaque fois que j'interviens, c'est le suivant. Pour dépasser les situations de tension que nous vivons aujourd'hui dans la société, que ce soit sur les questions liées à l'islam, que ce soit sur les grandes questions de société, il faut se parler. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour cela que je viens dans ce type de rassemblement, c'est pour cela que j'interviens dans les milieux confessionnels, catholiques ou autres, c'est pour cela que j'interviens dans les associations laïques. Il faut se parler, quitte à se dire des choses qui fâchent, mais il faut communiquer, il faut se parler. Deuxièmement, mon autre objectif, c'est d'apporter des éléments de débat. Ma réflexion, c'est comment on pose le débat. Par exemple, quand on parle d'islam, on résume l'islam à la pratique de musulmans et de sous-ensembles de musulmans, comme si il n'y avait comme représentants de l'islam, et là je parle du côté de la société, des intellectuels, des politiques, des médias, comme s'il n'y avait que de représentation musulmane que chez les extrêmes. Or, l'islam, c'est une civilisation tout d'abord, c'est un foisonnement théologique ou théologico-juridique si on peut dire, et c'est de la sociologie, ce sont des populations très diversifiées. Et cela, il faut pouvoir l'amener pour pouvoir donner des clés de lecture, pour pouvoir poser un cadre de débat. L'islam, ce n'est pas que de la théologie. L'islam, ce n'est pas que du droit. L'islam, ce n'est pas Que de la mystique, c'est pas que de- voilà. C'est un ensemble très éclectique et il faut pouvoir poser les modalités d'un vrai débat là-dessus. D'accord, donc on très bien tout ça. Je voudrais revenir un peu aux questions de discrimination dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Vous-même êtes issu de l'immigration italienne, qui a aussi à subir des discriminations d'ailleurs, peut-être différentes. Mais sont-elles vraiment différentes? Y a-t-il une différence entre les discriminations qu'ont pu subir les Italiens, les Portugais et les Polonais en France, ou pour celles que peuvent subir aujourd'hui les gens qui sont issus de l'immigration maghrébine ou africaine? Alors moi je parle en termes d'image, de représentation. Comparer la société du début du XXe siècle à la société française aujourd'hui, ce serait un peu anachronique. Par contre, en termes d'image mentale, en termes de stéréotypes, lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat, je me suis attardé sur un certain nombre d'écrits, par exemple les écrits de Pierre Milza, Olivier Milza, qui ont beaucoup étudié les immigrations en provenance d'Italie. On voit qu'il y a un certain nombre d'images qui étaient accolées aux Polonais, à l'Italien au début du siècle, qui vont se transposer en partie sur l'espagnol au moment de la Deuxième Guerre mondiale et juste avant de la guerre d'Espagne. Et ensuite, elles vont se transposer de manière presque permanente sur l'algérien. Je dis bien sur l'algérien car il y a des relents qui sont liés en termes d'image péjorative, qui sont liés à des générations de personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie et qui ont projeté sur l'islam, sur l'islam cette image du Noraf. Et là, encore une fois, je parle des médias, des politiques et d'une partie de l'opinion publique française. Cette image, ou ces images, quelles sont-elles? C'est l'idée qu'il y a une cinquième colonne dans la société française. Au début du XXe siècle, vous savez, il y a cette image des deux syndicalistes italiens, Sacco et Vanzetti, qui étaient des anarchistes et qui étaient un peu cette figure de la cinquième colonne, donc des individus qui sont présents en France, mais qui roulent leur bosse, qui travaillent pour une force occulte qui veut déstabiliser la société. Donc il y a cette image-là. Cette image également dégradée des individus au regard fuyant, aux habits sales, ils ont un couteau dans la poche, sont plutôt maigres, etc. Toutes ces images-là
on voit comment elle perdure dans les médias, dans la littérature. Vous savez, L'étranger d'Albert Camus, avec la figure de l'Algérien, il sort son couteau, il est sur la plage, et puis j'ai tiré. C'est-à-dire, je ne l'ai pas assassiné quelque part, c'est un concours de circonstances, mais Oui. c'est lui à la base qui a été, qui représente cette altérité irréductible. Et bien toutes ces images, on voit comment elles perdurent, elles se transposent d'une population à une autre. Donc à partir de là, on peut se poser la question, comme l'ont fait certains sociologues, Bruno Etienne et d'autres, sur quelle est la capacité de la société française à prendre en compte les éléments de cette pluralité qui sont perçus à travers cette altérité irréductible. Il est différent, il n'est pas comme moi, il ne pourra pas participer à la On société. était dans une discussion, justement, vous dites sur les Algériens, sur les Arabes. Aujourd'hui, ça a changé, c'est sur les musulmans. C'est-à-dire que tout ce qui était. Moi, ce qui me surprend ou ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a des problématiques sociétales. On parle des femmes battues, par exemple. Aujourd'hui, dès qu'on parle de femmes battues dans les médias, on pense direct islam. Alors que quand on dit qu'une femme meurt toutes les 4 minutes, je pense, sous les coups de son conjoint, et que ça touche toutes les populations, de l'ouvrier au richissime, c'est pas quelque chose de spécifiquement lié aux communautés musulmanes qui ont peut-être ce problème également, lié culturellement ou je sais quoi. On parle aussi des autres problématiques, beaucoup de problématiques, même on parlait de homosexualité tout à l'heure, le fait des violences à l'encontre des homosexuels sont des choses présentes dans la société. Et là, ce sont les jeunes de banlieue, ce sont les arabes, ce sont les musulmans, tout ça. Beaucoup de problématiques réelles sont transposées, ah non, c'est uniquement chez les musulmans. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, je pense notamment à Jacques Frémaux et à son ouvrage qui était vraiment pas mal, qui s'appelle La France et l'islam de 1789 à nos jours. Et Jacques Frémaux propose une rétrospective avec des points de basculement. Gilles Kepel l'a fait aussi un peu dans certains de ses écrits, notamment dans les banlieues de l'islam. Et on voit un peu les points d'évolution et de fracture ou de rupture qui voit le passage de cette image du Noraf, donc de l'arabe, si on peut dire, où il y a une dimension religieuse, mais qui est très périphérique, vers cette image du musulman qui représente cette cinquième colonne, etc. Même le discours de l'extrême droite aujourd'hui, avant c'était contre les Arabes, aujourd'hui, non, on aime bien les Arabes, on va dire, mais c'est contre l'islam. Alors avant on disait contre l'islamisme radical, je sais pas quoi, maintenant on change à chaque fois, on raccourcit. Et ces points de bascule, on les voit, en fait c'est la fin des années 70 et jusqu'au milieu des années 80. C'est quoi? C'est les Pierre premières Mauroy, déjà. revendications. Pierre Alors Mauroy. avant cela, il y a eu les revendications pour avoir alors c'était les revendications pour les loyers dans les HLM et dans les foyers. Mais les immigrés vont revendiquer également la possibilité d'avoir des salles de prière. Émergence de la question de la pratique du culte au sein des foyers et dans les HLM. C'est la révolution également khomeïniste en Iran qui voit émerger sur la scène publique cette dimension musulmane là, qui défraye la chronique. Ce sont également, donc vous citez Pierre Mauroy, 1983, les grèves Renault. Donc Boulogne-Billancourt, et on s'aperçoit qu'en fait la direction de Renault et les syndicats également, puisque la CGT à l'époque accompagnait les revendications des ouvriers, et la direction de Renault payait des ouvriers mais qui étaient en fait imams. Donc on achetait quelque part aussi la paix sociale et on espérait que les ouvriers ne se syndiquent pas. Donc c'est ça qui émerge sur la scène publique à l'époque. Et ensuite on a les premières affaires du voile en 1989 et tout cela fait basculer les médias, un certain nombre d'intellectuels et le discours politique d'une problématique centrée plutôt sur immigration arabité vers une problématique musulmane. Mais c'est pas aussi des moments de poudre aux yeux, parce que lorsqu'on fait une voile pour 300 femmes ou 3000 femmes en France, sur la loi contre le voile intégral, alors qu'il y a des problématiques qui sont importantes, même le nombre de femmes voilées ou le nombre de femmes qui portent un foulard en France reste relativement limité. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques économiques, sociales, environnementales qui existent en France, mais on se focalise sur ça. Alors, je dirais oui et non. Oui et non. Parce que il y a deux discours extrêmes qui s'affrontent. Le premier discours consiste à dire mais ce sont des éléments périphériques, ce sont des épiphénomènes, on fait des lois à tout bout de champ, etc. Non. Il y a un certain nombre de phénomènes qui doivent être traités comme tels et on ne peut pas dire qu'un certain nombre de revendications exacerbées de musulmans relèvent aujourd'hui du périphérique. Ça, c'est un premier aspect.
Le deuxième aspect, c'est qu'en France, il y a une propension à exacerber les débats. Plutôt que de traiter dans le cadre de la loi un certain nombre de phénomènes qui se posent et il faut les prendre à bras le corps et les traiter à travers le droit et à travers un certain nombre de décisions fortes, on commence à entrer dans des débats où, par exemple, sur la question de la dissimulation du visage, ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est une disposition de police qui fait qu'un individu qui circule sur la voie publique doit être reconnaissable. C'est une disposition de police. Et on a cette tendance à exacerber les débats dans la société. Police, mais c'était pas la manière dont ça était présenté en tout cas. Ouais, pour revenir à un sujet, on va dire, plus joyeux, je sais que vous êtes très impliqué sur l'environnement. Vous allez écrire un livre pour parler de la question du végétarisme et la question de manger moins de viande, etc. Mais aussi, vous avez des projets personnels au Maroc et des projets on va dire, associatifs ou bien professionnels au Sénégal, où vous plantez des arbres. C'est bon, ça rentre dans une politique très islamique d'ailleurs, très musulmane, de repeupler la terre. On sait qu'il y a un verset, un dire du prophète, un hadith, qui dit que même si la fin du monde arrive et que vous avez une plante que vous allez planter, plantez-la. Donc, oui, je vous remercie de me donner cette opportunité puisque en fait les gens me perçoivent surtout à travers mon implication dans les réseaux sociaux, mes prises de parole sur l'islam. Mais il se trouve que professionnellement, moi je suis formateur, donc c'est l'essentiel de mon gagne-pain si on peut dire. J'interviens à la fois dans le domaine du management et sur les questions relatives à la diversité pour faire très court. Mais il se trouve que depuis 2 ans, je développe des projets, l'un associatif au Maroc et l'autre professionnel au Sénégal. Au Maroc, je plante des arbres, mais je ne fais pas que cela. J'ai également un projet de construction d'écoles en milieu rural, en zone rurale. Donc avec mon épouse, nous avons déjà bien avancé sur cette question. Et au Sénégal, donc avec plusieurs amis, nous avons créé une université privée donc qui ouvre des cursus dans le domaine du management, de la santé, de l'informatique, de la logistique. Mais c'est un projet, je le souligne, qui est non lucratif. Nous sommes conventionnés avec un établissement public à Dakar et c'est à partir de là que nous développons un projet qui vise très modestement à endiguer la fuite des cerveaux ou la fuite des potentiels du Sénégal. Donc nous travaillons main dans la main avec la direction du lycée, avec les autorités sénégalaises et surtout avec les lycéens et les étudiants pour développer des filières où la part théorique est diminuée et la part d'apprendre en faisant est développée. Et nous accompagnons les étudiants à développer des projets au sein de quartiers, dans leur village s'ils sont originaires de villages, au sein de leur groupe communautaire s'ils ont une assise communautaire. Donc ce sont des projets au service du développement du Sénégal, dans le respect de l'environnement, en matière de développement économique, puisque le Sénégal est producteur de fruits, d'arachides, etc. Et donc ça, c'est notre contribution à l'évolution de la société contemporaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Omer Omar Onjo pour cet échange. À très bientôt, j'espère. Barakallahu fik.